Merci beaucoup, Gérard. Thank you very much indeed. Let me first tell Sharon and Catherine, the two American citizens that are present, how moving was their remark. I remember, of course, in the time of 9/11, the very, very sad and terrible time, we felt all that we were American citizens, and we said it very, very publicly, and it was really a reaction of all our people. It's very heartening to see the US people and the people of the world being close to us in those circumstances. Very, very heartening. Monsieur le Président, cher Gérard, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames commissionneurs et chief économistes de l'OCDE, cher Benoît, cher Dominique, cher Alain Papias, je n'ai pratiquement rien à dire parce que j'ai trouvé votre panel extrêmement intéressant, extrêmement stimulant. Je trouve qu'avoir une vision multioculaire comme nous l'avons eu de beaucoup de problèmes qui se posent à l'ensemble des participants du marché, des gestionnaires, des régulateurs, était absolument fascinant. Et donc je n'aurais pas la prétention de résumer ou d'avoir le mot de la fin, mais simplement en quelques minutes peut-être de vous faire part des remarques que je me faisais en vous écoutant, et je vais laisser de côté les remarques que j'avais préparées et qui étaient, à vrai dire, très, très centrées sur le shadow banking. Alors comme il a été abordé un peu à la fin, j'en dirai peut-être un mot, mais d'abord, donc, sur la macroéconomie, j'ai été très, très stimulé par ce que vous avez dit. Je voudrais simplement ajouter en complément et pas du tout en contradiction, s'agissant de la relativement médiocre performance de l'Europe, qui est incontestable, de noter que nous sortons dans la zone euro au niveau d'environ 40% du produit intérieur brut de la zone euro, d'une situation d'illiquidité presque absolue, de sudden stop, que j'ai vécu moi-même pour 3 pays en 2010, qui n'avaient plus de financement externe et que nous avons dû aider en rétablissant un certain fonctionnement de marché de leurs treasuries en achetant donc directement les treasuries, ce qui était à l'époque considéré très largement comme anathème. Et puis en 2011, en août 2011, à nouveau le même phénomène de sudden stop, mais cette fois-ci touchant aussi l'Espagne et l'Italie, avec une absence de financement normal. Et donc, j'y reviendrai d'ailleurs lorsqu'on parle de liquidité des marchés. Effectivement, la liquidité des marchés, ils peuvent être plus ou moins liquides, le bid-ask peut être plus ou moins large, mais il y a des moments où on est en présence du vrai drame, c'est-à-dire du non-fonctionnement absolu des marchés. C'était le cas pour une fraction très importante de la zone euro. Donc, ces pays ont dû naturellement se lancer dans des ajustements extrêmement difficile, qui était indispensable, même avec le soutien de la Banque centrale européenne, même avec le soutien de l'ensemble de leurs partenaires, pour certains d'entre eux, de leurs amis européens. Mais il a fallu effectivement rétablir la confiance quand on partait avec 10% de produit intérieur brut de déficit du compte courant, avec 15% de déficit du compte courant pour certains pays, avec 6 ou 7% pour d'autres. Il fallait effectivement procéder à un ajustement qui a eu un coût très important en matière de croissance, c'est incontestable. Et donc lorsqu'on compare un peu trop simplement, à mon avis, les États-Unis et l'Europe en disant les États-Unis c'est très bien, l'Europe c'est pas bien du tout, on oublie qu'on a eu tous les deux, des deux côtés de l'Atlantique, la crise financière, mais que nous avons été les seuls à avoir une crise des risques souverains qui, encore une fois, a frappé presque 40% du produit intérieur brut de la zone euro. Alors c'est de notre faute. Donc on peut effectivement dire vous n'auriez pas dû vous trouver dans cette situation, et Dieu sait si c'est un sentiment, je crois, que tous partagent, notamment à la Banque centrale européenne, mais nous y étions, et il y avait un coût à payer, un prix à payer pour ça. Une deuxième remarque que je voudrais faire, c'est qu'au total, nous nous trouvons maintenant au sein des pays avancés dans une situation très différente, s'agissant précisément de la balance des paiements courants, du current account. Je cite de mémoire devant
Catherine Mann, il me semble que nous devons être, nous, en Europe, à 2,5%, plus 2,5%, peut-être même plus 3% en fin d'année d'excédent de balance des paiements courants. Je vois Benoît opiner, donc je dois être pas loin de l'ordre de grandeur. Les Américains doivent être à moins 2,5%. Donc, nous avons, de ce point de vue-là, une différence assez substantielle qui signale, en effet, que nous devrions clairement investir beaucoup plus maintenant en Europe, avec d'ailleurs tous les moyens de financement prêts, puisque nous avons un excédent d'épargne qui est incontestable maintenant et assez substantiel en Europe. Et enfin, une troisième remarque sur la macroéconomie, où effectivement les pays émergents commencent à nous poser problème. N'oublions pas qu'effectivement, c'est sur eux, dans la crise, que nous avons pu nous reposer pour continuer à avoir une économie mondiale relativement convenable à un moment où les pays avancés étaient dans une situation réellement complètement tragique. Sur la politique monétaire, je voudrais ajouter, si je puis dire, à ce qu'a dit Benoît, que je partage absolument entièrement, qu'effectivement, les politiques monétaires accommodantes qui sont poursuivies par toutes les grandes banques centrales de tous les pays avancés sont justifiées. Le counterfactual, imaginons une seconde ce qui se passerait s'il n'y avait pas 4 trillions de dollars dans le bilan de la Fédérale Réserve, si la Banque Centrale Européenne n'avait pas fait tout ce qu'elle a fait, si la Banque du Japon n'avait pas elle-même fait tout ce qu'elle a fait, et si la Banque d'Angleterre s'était contentée de manier les taux d'intérêt sans s'engager dans des mesures non conventionnelles. C'est très difficile à faire, on va dire, le counterfactual. Mais mon sentiment très très fort est que nous serions dans une situation épouvantable. Nous ne parlerions pas tranquillement du fonctionnement des marchés et du point de savoir si leur liquidité est convenable ou pas. Nous serions dans une situation dramatique. Si nous n'étions pas intervenus, je parle à la fois des banques centrales et des États, des gouvernements, des parlements, de manière extrêmement audacieuse et extrêmement rapide, en 2007, 2008, puis malheureusement pour nous, en 2010, 2011 et 2012, nous aurions probablement connu une crise, compte tenu de la rapidité des contagions de choc, peut-être plus grave que celle de 1929-1930. Il faut se souvenir de cela. Je vous livre ma conviction absolue. Et effectivement, si l'on veut comprendre mieux pourquoi il est si difficile de sortir des politiques ultra-accommodantes, conventionnelles et non conventionnelles, il faut imaginer que nous avons évité quelque chose d'absolument gravissime. Et donc, ne pas mettre simplement au compte ou au débit de l'hésitation, de la pusillanimité des banques centrales, le fait qu'elles ne sortent pas assez vite de cette situation. Je dirais, s'agissant des recommandations qu'ont faites à la fois l'OCDE et le FMI à la Banque centrale des États-Unis, que je me garderai moi-même de faire une recommandation, mais je crois que l'idée selon laquelle il peut y avoir une divergence des politiques monétaires des deux côtés de l'Atlantique n'est pas une idée anormale du tout. Nous ne sommes pas nécessairement dans la même situation, nous n'avons pas les mêmes cycles économiques, nous n'avons pas connu le même passé récent très très difficile pour nous. On peut parfaitement bien imaginer, et ça ne me paraît pas être une mauvaise chose. Je dis ça parce que très souvent, sous la plume d'institutions internationales, je lis l'un des risques les plus importants est celui d'une divergence des politiques monétaires entre la BCE et la Fédérale Réserve. Ça ne me paraît pas être, à proprement parler, un risque. Et à certains égards, je dirais, il est normal dans le monde que nous ayons à plusieurs reprises des politiques monétaires qui, effectivement, ne sont pas les mêmes, ne sont pas identiques. Si d'ailleurs elles étaient toujours identiques, nous aurions alors une synchronisation cyclique qui serait peut-être alors très, très dangereuse, à la fois up and down, dans l'ensemble du monde, et en particulier dans l'ensemble du monde avancé. Une dernière remarque sur les politiques monétaires. J'ai été très frappé moi-même dans la crise et tout au long du déroulement de la crise d'observer au sein du monde avancé, entre grandes banques centrales,
ce que j'appellerais une très grande convergence dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de dimensions, une convergence multidimensionnelle. D'abord, nous nous sommes engagés dans les mesures non standards, quantitatives, pas forcément les mêmes. La Banque centrale européenne se concentrant dans un premier temps sur l'octroi de liquidités sans aucune limite à toutes ces banques, parce que les banques étaient les entités qui finançaient l'économie européenne, donc ce n'est pas tellement étonnant. Nous avons commencé d'ailleurs dès 2007 à donner de la liquidité, à commencer à utiliser cet instrument. Aux États-Unis, c'est plutôt les interventions directes sur les marchés, les achats de tradable securities, parce que l'économie américaine est financée, reste financée principalement par les marchés. Dans les deux cas, il s'agissait d'éviter le sudden stop du financement, sudden stop des marchés en Amérique et sudden stop du financement bancaire dans notre cas. Mais au total, si vous voulez, sous des formes différentes, nous avons, dès le début de la crise, pris des mesures non standards adaptées, je crois. Nous y avons ajouté, dans notre cas, et ceci a été un peu sous-estimé par les observateurs internationaux, des engagements hors bilan tout à fait considérables, puisque en sus de l'engagement hors bilan, à savoir le Limited Supply of Liquidity at Fixed Rate, nous avons engagé l'OMT, qui est un engagement hors bilan, qui ne s'est pas concrétisé, mais qui a été d'une efficacité très très grande et qui a été, comme je le disais, probablement un peu négligé. Mais, bon, première dimension de la convergence, on utilise les mesures standards et les mesures non standards, toutes ensemble, toutes les banques centrales des grands pays avancés. Deuxièmement, on a utilisé aussi le forward guidance, qui est un peu passé de mode en ce moment, mais enfin, qui a été utile et qui faisait l'objet d'un consensus entre grandes banques centrales. Troisièmement, très important, comme le disait Benoît, il y a un consensus de toutes les grandes banques centrales sur le macro-prudentiel, sur la prévention du risque systémique. Ce n'était pas le cas avant. Il y avait un grand débat, et plusieurs écoles, sur le point de savoir s'il était sage et opportun que les grandes banques centrales puissent s'engager dans cette direction. Encore plus important, et même, je dirais, décisif à bien des égards, il y a quasi-consensus, en tout cas des deux côtés de l'Atlantique et de la Manche, pour considérer que la surveillance bancaire est une responsabilité normale d'une grande banque centrale. Comme vous le savez, nous étions très divisés auparavant. Il y avait plusieurs écoles. Les Anglais étaient contre ce concept. La moitié des Européens de la zone euro étaient contre, l'autre moitié était pour et le pratiquait. Mais nous étions très profondément divisés. Le fait que nous nous soyons réunis est, pour moi, réellement alors une des conséquences majeures de la crise elle-même et une des manifestations les plus frappantes de cette convergence que j'évoquais il y a un instant. Il y a eu aussi convergence en matière de communication avec l'ensemble des participants du marché, de nos pays, de nos opinions publiques, avec généralisation de la conférence de presse qui était, je dois dire, pratiquée dans la zone euro par la Banque centrale européenne, mais qui n'était pas pratiquée par les autres grandes banques centrales. Ceci s'est complètement généralisé. C'est une dimension, la communication, très très importante de la politique monétaire. Et j'ai gardé une dernière dimension pour la fin parce qu'elle me paraît particulièrement frappante. Nous avons maintenant tous la même définition de la stabilité des prix. Vous vous souvenez que ceci est un point qui a fait l'objet de beaucoup de discussions. Certains moments disaient que nous avions nous-mêmes, avec notre moins de 2 mais proche de 2, une définition qui n'était pas partagée par d'autres grandes banques centrales, et c'était vrai d'ailleurs. La Banque d'Angleterre avait cette définition de la stabilité des prix, mais ni les États-Unis ni le Japon ne l'avaient. Et il est très remarquable que sous l'effet de la crise, en 2012 pour les États-Unis, en 2013 pour le Japon, on a défini la stabilité des prix avec la même définition. Donc le 2% est maintenant la définition de la stabilité des prix, ou très proche de la définition de la stabilité des prix. Comme vous le savez, nous disons moins de 2, mais très proche de 2, avec l'ambition, je parle sous le contrôle de Benoît, peut-être d'avoir un ancrage
des anticipations d'inflation à moyen long terme à 1,9, quelque chose comme ça, qui serait considéré comme satisfaisant et en ligne avec notre définition. Mais maintenant, les 4 banques centrales qui émettent les monnaies qui sont elles-mêmes dans le panier des droits de tirage spéciaux ont la même définition de la stabilité des prix. Je considère cela comme étant beaucoup plus important, bien entendu, que toute autre considération sur les divergences de politique monétaire des deux côtés de l'Atlantique, par exemple. Nous poursuivons finalement à moyen long terme, bien entendu, il ne s'agit pas d'avoir un ciblage à 18 mois ou 2 ans, mais nous poursuivons à moyen et long terme un objectif qui est le même. Et nous n'avons pas fini, à mon avis, de tirer toutes les conséquences de cette observation sur cette convergence multidimensionnelle que j'évoquais. Un mot, et je vais conclure mon petit propos, sur la liquidité des marchés. J'ai bien aimé la remarque, s'il n'y a pas de liquidité, il n'y a pas de marché, s'il n'y a pas de prix, il n'y a pas de marché, et effectivement, on est dans une situation complètement tragique. Nous nous sommes trouvés, je l'ai déjà dit, à plusieurs reprises dans cette situation tragique, y compris pour nous, le 9 août 2007, lorsque nous n'avons plus eu de fonctionnement du marché monétaire dans la zone euro. Et c'est là que la décision a été prise par l'Executive Board, par le directoire de la Banque centrale européenne, en l'espace de 2h30, de donner de la liquidité sans aucune limite, parce que nous avons considéré que nous devions absolument être les maîtres de notre marché et du prix sur le marché. Le prix à l'époque, d'ailleurs, c'était 4%. Et donc nous avons dit, vous avez toute la liquidité que vous voulez à ce prix-là. Et on nous a demandé 95 milliards d'euros. C'était évidemment un octroi à 24 heures, mais je me souviens du coup de tonnerre mondial qu'a représenté l'octroi de plus de 100 milliards de dollars en Europe pour, encore une fois, faire face à une situation absolument inédite de sudden stop du fonctionnement d'un marché. Donc, je crois que cette expérience que nous avons faite, j'évoquais les treasuries d'un certain nombre de pays européens, la Fédérale Réserve a été ultra active et opportunément ultra active précisément pour éviter l'évaporation complète de la liquidité dans un certain nombre de marchés cruciaux pour le financement de l'économie américaine. Et je crois que cette menace de possible sudden stop doit rester présente à nos esprits. Moi, je ne tire pas du fait qu'effectivement, il n'y a pas eu, heureusement, de conséquences graves du tout du flash crack de 2014 ou des événements chinois se répercutant sur les marchés mondiaux en août dernier. Mais les événements qui provoquaient ces phénomènes étaient relativement modestes. Lorsqu'on a eu Lehman Brothers, c'était un événement qui n'a pas été considéré comme modeste et il s'apprêtait à provoquer le sudden stop généralisé du monde entier. Et je ne crois pas que nous soyons à l'abri de nouveaux phénomènes de ce genre. Je crois qu'il faut vraiment rester sur ses gardes parce que nous avons un niveau maintenant, et ceci est structurel, de possible contagion, de rapidité de la contagion au niveau mondial, liée à la combinaison de la globalisation, de l'interconnexion généralisée des marchés, de l'interconnexion généralisée des concepts, y compris des concepts de gestion, de l'interaction généralisée des informations qui viennent en temps réel, et plus qu'en temps réel, presque plus vite que la lumière à certains moments. Tout cela crée un monde qui est potentiellement, je le crois profondément, dangereux. Pas en temps normal, naturellement, mais si des événements considérés comme étant réellement totalement systémiques interviennent, quels qu'ils soient, qu'il s'agisse d'événements endogènes à la sphère financière, d'événements propres à la sphère réelle, ou éventuellement d'événements géopolitiques, géostratégiques. Nous ne devons, de ce point de vue-là, me semble-t-il, absolument rien exclure, malheureusement.
Enfin, si vous le permettez, je voulais simplement reprendre ce que notre président avait dit il y a un instant, Gérard, en concluant ton propre propos. J'ai moi-même signé dernièrement une lettre publique au président de la République avec Jacques de Larosière et un certain nombre d'autres signataires pour dire à quel point il me semblait que la taxe sur les transactions financières n'était pas opportune pour beaucoup de raisons. La première étant qu'elle risque de nous faire perdre beaucoup d'emplois, et le problème de l'emploi étant de très très loin notre problème principal. On peut procéder à des estimations diverses, mais perdre plusieurs dizaines de milliers d'emplois est un luxe que je crois, avec les autres signataires, on ne peut pas se permettre. En plus, je considère que cette taxe bizarre, très bizarre si elle est réservée à 11 pays seulement, ne correspond absolument pas à l'ambition d'avoir un marché unique des services financiers fonctionnant bien. Évidemment, au niveau de l'ensemble de la zone euro et de l'ensemble de l'Union européenne. Or, quelques places financières de la zone euro ne font pas partie des 11 et une autre place financière ou d'autres places financières n'en font pas partie non plus. C'est-à-dire que nous serions en présence d'une segmentation extraordinairement inopportune. Alors, je laisse à Gérard le calcul des recettes qui proviendraient de cette taxe, qui effectivement, si ce que j'observe moi-même sur le plan des pertes d'emploi, des pertes donc de transactions financières et de l'évaporation de l'ensemble de ces activités ailleurs, ne manquerait pas de se traduire en effet, comme Gérard le notait, par une diminution considérable des prévisions de recettes associées à cette mesure. Donc je crois vraiment qu'il est important que nous soyons tous conscients du fait qu'il y a là, probablement du point de vue de la construction européenne, du point de vue du bon fonctionnement de l'économie européenne, et en particulier de la zone euro, et bien entendu aussi du point de vue de l'intérêt en termes d'emploi, non seulement de cette place, mais aussi des 10 autres, y compris de la place allemande, avec laquelle nous formons quand même les deux principaux produits intérieurs bruts de la zone euro. Donc il s'agit là franchement d'une anomalie, je crois qu'il faut le dire, je l'ai dit, écrit, c'est public, donc je n'ajoute rien à ce que j'ai déjà dit. Merci en tout cas beaucoup de votre attention.